C'est toujours plus dur pour les personnes qui ont été habituées aux faveurs du public que pour celles qui ne sont habituées à rien. Oui, dit Monsieur Salomon. Oh, vous savez, je ne fais pas ça pour elle, je fais ça en général. L'amour, la vie, c'est du pareil au même, et c'est une très jolie chanson. Voilà, nous sommes arrivés. Hier encore, je l'écoutais lire un de ses tout derniers textes, Femme amoureuse. Il me prend un temps fou. Il me fait chanceler, vaciller, chavirer. Ce ne sont pas des termes heureux. Mon équilibre, j'avais mis du temps à l'acquérir. Il n'en reste pas grand-chose. Je ne suis plus au centre de ma vie, c'est lui maintenant. Au centre, à droite, à gauche, partout. Lui toujours solide, inébranlable, sûr de lui, pendant que moi secoué, submergé, étouffé, perdu, sans son regard, ses baisers, son attention. Perdu, comme jadis lorsque maman ne m'aimait pas assez. Perdu quand il n'approuve pas, ne félicite pas, n'encourage pas. Quand il se détourne un instant ou deux, quand il a du travail, des rendez-vous, des courses à faire. Moi aussi j'ai tout ça. Mais je n'y pense plus. Je ne pense qu'à lui en faisant le reste. Je ne suis plus femme, je suis esclave, droguée, dépendante, en transe, en manque. En attente de lui qui ne reste jamais longtemps. Parce qu'il faut bien vivre, il dit, on ne peut pas toujours fusionner, se coller l'un à l'autre jusqu'à ce que ça passe. Ou alors ça passe trop vite. Il faut des pauses, des temps morts, des moments à chacun, pour se recharger de désir. Je sais bien. Mais j'aimerais être celle qui calme ses ardeurs à lui. Celle qui part pour mieux revenir, pas le contraire. Je suis celle qui attend, celle qui fait semblant, de partir, de s'intéresser au reste, de « oh tiens, il est déjà l'heure de le retrouver ». Faire semblant et le retrouver. Et avoir chaud, me sentir belle et désirée et pas dépendante du tout en fait. C'est lui plutôt qui me mange des yeux, qui me couche, m'embrasse, me déshabille, m'appelle mon amour, je t'aime. Sauf qu'ensuite il part, et j'ai froid, si froid. Et il me faut me lever, me rhabiller et apprendre le bonheur d'être moi, d'être seule. Il n'y a rien à faire, je ne sais toujours pas. Les mots qui me sont venus aussitôt à l'esprit étaient vibration, émotion, émotion vive, émotion forte, tout entière, fragilité, force aussi. Son prochain roman, L'empreinte amoureuse, doit paraître tout prochainement, le 13 mars, aux éditions de l'Âge d'Homme. Mélanie, dis-moi, qu'est-ce que tu lis? Alors beaucoup de choses. Ces temps, j'ai du mal à finir les livres, mais je suis en train de lire le dernier livre d'Aude Seigne, que j'aime beaucoup, comme femme et comme auteur. Et voilà, Aude Seigne surtout. Aude Seigne pour l'instant. Et puis j'ai relu L'angoisse du roi Salomon. Enfin. Pour aujourd'hui, tu as relu L'angoisse du roi Salomon. C'est un magnifique roman, un roman écrit par Romain Gary, signé au fond à Émile Ajar. C'est le tout dernier qu'il a signé, Émile Ajar. C'est une histoire qui est racontée par Jean. Jean, c'est un chauffeur de taxi qui bricole aussi un petit peu, qui a la trentaine et qui un jour rencontre Salomon, un roi du pantalon, un ancien roi du pantalon, qui a ouvert une association qui s'appelle SOS Bénévole. Et cette association vient en aide aux personnes qui sont, on va dire, défavorisées ou aux personnes qui sont oubliées par la vie. Je crois que c'est plutôt... Voilà, exactement. Ce serait comme la ligne de cœur ou voilà, des personnes qui vont mal pour une raison ou pour une autre. Salomon va donc engager très vite Jean. Et une relation d'amitié va se nouer entre les deux hommes. Et lors d'une de ces missions, Jean va rencontrer une ex-star de la chanson réaliste entre Cora et Salomon. Il s'était noué par le passé une relation amoureuse. Et il va au fond essayer de réunir à nouveau ces deux personnes. Exactement. D'abord, il va séduire Cora en fait. Parce que ce qui est merveilleux dans ce livre, c'est que c'est l'humanisme qui le parcourt. Que j'ai adoré ce livre à cause de ça. Il y en a pas un qui est pourri ou méchant ou mauvais. C'est tous des personnages tellement bons. Et donc Jean, il est très sensible, trop sensible à la souffrance humaine. Et donc il voit cette Cora qui était une star, qui commençait à être une star, et puis sa carrière s'est arrêtée à cause de la guerre, et puis elle a jamais pu reprendre sa carrière parce qu'elle s'est compromise avec un Allemand dont elle était folle amoureuse. Voilà, donc voilà. Et donc Jean, au début, avant de se rendre compte qu'elle aime le roi Salomon et qu'il faut les remettre ensemble, il va un peu par pitié
ou pour des raisons humanitaires et non pas amoureuses, séduire Cora, l'embrasser, même aller jusqu'à lui faire l'amour, etc. C'est choquant d'ailleurs. On pourrait se dire que ce jeune homme de 30 ans qui emmène Cora danser, dans un dancing. D'ailleurs, les gens les regardent et puis ils se disent, oh là là, on va croire oui, ça fait gigolo. Que je suis un peu gigolo. Oui, en plus, elle le paye. Hein. Et puis, elle lui donne 300 francs, ça fait rare. Ah, j'ai oublié cette partie. Ce petit... C'est mon côté idéaliste. Et il prend l'argent. Et on pourrait se dire, oui, mais enfin, il a 30 ans, elle en a 65 ou 4 dans le roman. Il y a quelque chose de choquant. T'as été choquée, toi, par cette différence d'âge ou bien par ce geste? Non, j'ai pas été choquée par cette différence d'âge. C'est un peu la pitié dangereuse de Zweig aussi. On va trop loin pour faire du bien aux autres en pensant qu'on va leur faire du bien. Mais des fois, on se trompe aussi et puis finalement, on peut leur faire plus de mal que de bien. Et d'ailleurs, le roi Salomon, il l'avertit. Il lui dit, c'est gentil ce que tu fais pour elle, de l'amener danser, etc. Mais si elle découvre que tu le fais pour des raisons humanitaires et pas parce qu'elle est encore séduisante, ça va la blesser triplement. Bien sûr, ouais. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore explorer. Depuis Zweig, en fait, cette espèce de pitié dangereuse. Heureusement, là, ça se termine très bien. Parce que Cora, ça lui fait plaisir de refaire l'amour, mais elle tombe pas folle amoureuse non plus de Jean. Et elle s'en sort, enfin, ça et quelque part, bien. Jean peut aussi découvrir ce que c'est que l'amour à travers ce couple, Salomon et Cora, qui s'aiment finalement encore, mais qui n'arrivent pas à se le dire. En tout cas, ils doivent passer encore une étape. C'est clair. Est-ce que pour toi, l'amour a un âge ou au contraire n'en a pas? Non. Non, enfin, je suis convaincue que non. Je sais que j'ai des souvenirs de moi amoureuse à 7 ans. Oui. Et c'était les mêmes emballements et les mêmes souffrances qu'aujourd'hui, ou presque, franchement. Oui, oui. Et je pense que je me vois bien continuer à être amoureuse à 70 ans. Oui, l'amour traverse le temps, est intemporel et... Je crois, je sais pas. Oui. Je me souviens, j'avais un ancien copain qui me disait, oui, mais tu sais, les choses se lissent avec le temps. On n'est plus capable de grands sentiments comme à 20 ans. Ou on s'habitue. On s'habitue, mais même si on retombe amoureux, c'est que c'est toujours moins fort parce qu'on sait ce que c'est, on l'a déjà vécu, etc. Peut-être, moi j'ai pas encore vu cette évolution chez moi. On verra. Non, mais l'intensité du sentiment est là, et dans le cas de Salomon et Cora, il existe jusqu'à la fin du roman, parce que c'est vrai que Jean parvient à les réunir. Et puis ils sont la tête comme des adolescents, quoi. Voilà, enfin, en même temps, et on rêve de vieillir un peu comme eux, et puis d'aimer, de pouvoir aimer encore comme eux. Dans le passé. En tout cas, je te le souhaite. Merci. J'espère je te le souhaite aussi. Jean est un personnage attachant par ce côté-là, mais par d'autres aspects. Est-ce qu'il y a d'autres éléments en lui qui t'ont attiré? Il y a son langage qui est absolument génial. Je peux vous lire 2 ou 3 Oui. Juste pour qu'on comprenne le langage. Donc, il s'appelle Jean et on l'appelle Jeannot. Donc, j'ai horreur qu'on m'appelle Jeannot à cause de Jeannot Lapin, ainsi qu'il y a des filles qui ne se gênent pas pour me le dire. Moi, quand il y a une fille qui me caresse les cheveux en me disant Jeannot Lapin, ça me fait débander parce que ça fait maternelle. La maternité est une belle chose, mais il faut savoir où on la met. Donc, il a des choses comme ça, c'est un langage merveilleux. Juste un autre, quand il décrit le roi Salomon, il avait des gestes un peu brusques qui dépassaient ses intentions pour des raisons arthritiques. Avec un mot qu'il invente, lui, qui est passionné de dictionnaire et qui dès qu'il a besoin d'aller chercher quelque chose, il court dans une encyclopédie ou dans un dictionnaire, parce que là, on dit la vérité, il n'y a pas de... Oui, c'est génial. Et puis, il déforme plein d'expressions, mais on les comprend tout à fait parce que il a totalement raison d'utiliser le langage comme il l'utilise. En tout cas, ça choque pas. C'est juste cocasse et il en devient poète. Oui. Moi, j'étais très sensible à ce langage un peu naïf, c'est vrai, mais poétique, et qui finalement se marie très bien aussi avec la gravité du sujet, parce qu'il faut quand même dire que ce roman est un roman existentiel, en tout cas qui touche complètement à des thèmes existentiels et qui sont pas, c'est pas juste la légèreté comme ça de la langue. Ah, non. Il y a des questions de vie qui sont
sont bien présentes et qui Totalement, sur le pardon, sur l'oubli, Oui. sur la capacité à pardonner en amour, Oui. justement, sur la vieillesse. dont on va encore parler. Pour aujourd'hui, tu nous as également apporté des images, des photos de ta bibliothèque. Oui. J'étais très curieuse de savoir où tu ranges le roi Salomon dans ta bibliothèque. À côté de quel autre livre? Alors, j'aimerais bien te dire que que je mets tous mes auteurs préférés, qu'il y a Romain Gary à côté d'Albert Cohen. Oui. Mais non, c'est vraiment, je mets les livres, je les prends, je les range là où je peux. Il y a des livres que j'aime pas du tout qui sont rangés à côté de livres que j'adule parce que tout à coup j'ai dû le lire pour le boulot ou que j'étais curieuse, par exemple, de voir ce que faisait tel auteur à succès, même si je suis pas absolument fan de sa plume. Donc c'est plutôt un joyeux bordel. J'aimerais bien un jour, je me suis dit, à cette Pourtant, j'ai occasion, trouvé je vais... assez ordonné. Ah non, c'est Non, vrai. c'est vrai, oui. j'ai Enfin, trouvé c'est assez rangé, ordonné. oui, c'est moins, c'est moins le bordel. Non, ici, c'est... Mais il n'y a pas de cohérence en Mhm. fait. C'est des auteurs qui n'ont pas grand-chose à faire ensemble, qui sont rangés tous ensemble. Est-ce que tu te sépares parfois des livres? Oui, quand c'est un livre que j'ai adoré, j'ai tendance à le donner plus loin. À le donner, à Mhm. l'offrir Oui, aux personnes qui te sont proches Oui, et ouais, tu as envie de faire découvrir les autres oui, tout à les fait. livres que tu aimes. Et ceux que tu n'aimes pas, tu les gardes? Ceux que j'aime pas, je sais que je les ai laissés dans la cave de mon ex-mari. Et puis là, il faudra que je m'en débarrasse quand j'aurai l'occasion, il faudrait que je prenne le temps pour effectivement pour me débarrasser de oui, certaines oui. choses. Ouais. J'ai vu que dans ta bibliothèque, il y avait aussi des images. Et puis, il y a des livres qui sont des albums. Mhm. Et l'image s'associe assez bien aux mots et au texte. C'est voulu ou ça signifie quelque chose pour toi ou c'est... Par exemple, J'ai tu vu dis des que photos, Oui, des- des photos, oui. oui, bah, c'est un espèce de fourre-tout. J'ai la chance d'avoir un bureau avec plein de compartiments, donc des bibliothèques sur tous les murs. Donc je les ai remplis. Donc des fois il y a des photos de mes enfants. Ouais. Souvent il y a des petits bricolages qu'ils m'ont fait à l'école. Tout est assez mélangé. Et puis, il y a c'est des bibliothèques qui vivent. Il y a Oui. quelque chose de vivant et qui montre un peu, quelque part, une forme de ton intimité, de ta vie quotidienne. Mhm, oui. Ouais. Bah oui, une bibliothèque c'est C'est très ça, intime. Oui, oui, oui. C'est vrai. Peut-être que justement, en vieillissant, elle va aussi encore évoluer. Justement, Sûrement, Oui. sûrement. Mhm. le thème de la vieillesse, j'avais envie un petit peu de l'évoquer avec toi en lien avec le roi Salomon. Ces personnages qui vieillissent, mais qui en font peur de vieillir. Salomon qui est très attentif à lui, à son élégance. En tout cas, Jean nous le présente comme ça. Hein. Oui, Il est toujours bien vêtu. Il prend soin de ses dents aussi. Mhm. Il y a il y a ce petit Non, détail. puis assez, Jean, il est fasciné par le fait qu'il se fait encore faire des costumes sur mesure et tout. Il dit normalement à cet âge-là, on traîne son vieux costume en se disant que ça sert à rien d'en racheter un parce qu'on va mourir bientôt. Alors que le roi Salomon, bah, il se fait faire des Ça. costumes. Mhm. Oui. Est-ce que toi, tu comprends cette angoisse, parce que c'est ça, l'angoisse de Salomon, tu comprends cette angoisse de vieillir? Bien sûr que je la comprends et en même temps, ce que je trouve génial, c'est qu'il continue à vivre comme s'il allait pas mourir. Donc je trouve très beau qu'il garde justement sa foi en tout. Et puis il y a un moment où il dit je suis pas mort dans les camps de concentration. Enfin, il a eu une vie de juif durant le XXe siècle, donc Oui. avec tout ce que ça implique de douleur. Mhm. Et il dit c'est pas la vieillesse, c'est pas un truc aussi banal que la vieillesse qui va m'avoir, quoi. Non, Moi qui ai survécu à tant de choses. oui, bien sûr. Et Tu l'as puis, aussi, toi, cette angoisse? de la vieillesse, De la vieillesse. pas encore. Ça commence à venir un petit peu, mais c'est plus Marque du temps qui commence à Oui, se voir. ça oui. commence à venir, mais c'est pas encore, Mhm. c'est pas encore une angoisse. Mais je suis sûre qu'elle existera. Ouais. Oui, c'est vrai aussi. Bah, c'est particulier aussi chez Cora. Cette vieillesse, c'était une beauté un peu fanée. Mhm. Et puis Jean nous dit bien, oui, elle vivait que pour signer des autographes. Et puis il dit Maintenant, aussi, elle est oubliée. c'est dur, c'est d'autant plus dur pour les femmes qui ont été adulées à une époque que pour celles qui n'ont jamais eu qui n'ont jamais été courtisées. Oui. Donc voilà, il y a beaucoup c'est assez banal de dire ça, mais c'est vrai, chez Cora, on le ressent énormément. Oui, puis c'est Mais c'est quand même pas quelqu'un qui se laisse aller. Moi, j'aime bien ça, c'est quand même beau. Et puis, je pense que si on est heureux dans sa vie, on supporte mieux de vieillir. Si on a l'impression d'avoir accompli ce qu'on avait à accomplir,
si on s'est donné la chance d'être heureux et de relever les défis qu'on avait envie de relever. Peut-être pas l'impression d'avoir raté quelque chose. Donc pour Cora, c'est plus dur parce qu'effectivement, elle a plus pu être chanteuse. Mais elle essaye de faire quelque chose puisqu'elle aimerait bien finalement offrir une carrière à Jean. Oui, c'est vrai. Et puis faire en sorte que lui devienne acteur. Bon, ça c'est un peu la vie par procuration. Un petit peu, oui. Mais c'est aussi peut-être justement faire quelque chose et puis une manière aussi de défier un peu le temps. En fait, elle est tellement reconnaissante que Jean s'intéresse à elle qu'elle se dit je peux pas le laisser s'intéresser à moi sans aucune contrepartie aussi. Mais de nouveau, c'est très touchant ça. Ils sont tellement délicats ces personnages, je les adore. Oui, ça c'est vrai. Mais cette angoisse de vieillir, elle est probablement aussi associée à la crainte de la mort. Est-ce que toi, tu as peur de mourir? J'ai peur de mourir. Dans l'absolu, ça va. En fait, j'y pense pas trop. J'ai peur de mourir pour mes enfants, là. Oui, la mort de l'autre. Non, bien sûr. Pardon. Ça, j'ai même pas envie de l'évoquer tellement ça me fait paniquer. J'en fais des insomnies des fois, dès que je lis un fait divers un peu sordide comme sont les faits divers. Mais moi, je me dis, par exemple, quand je conduis, je me dis si jamais je mourais maintenant, mes petits. Donc c'est une conscience de la mort qui est beaucoup plus présente depuis que j'ai 2 enfants. Oui. Si on pense au fait que Romain Gary a écrit L'angoisse du roi Salomon en 1979, c'est juste une année avant son suicide. Il s'est suicidé avec un pistolet, sauf erreur. Le 2 décembre, j'ai encore cette date qui résonne parce que je l'ai lu tout récemment. Et c'était un moment très violent en lien avec justement cette angoisse de mourir et puis cette quête d'identité aussi. Comment est-ce que toi tu réagis face à cette idée face à ce fait d'un écrivain qui se suicide? Ça m'a étonnée parce que justement, dans Le Roi Salomon, il arrive à rendre le fait de vieillir beau grâce à l'amour, en fait. Et comme Jean Seberg, elle s'est suicidée, qui était son épouse, elle s'est suicidée, je crois, juste avant lui, une année avant. Oui. Donc peut-être que si elle était restée en vie, sûrement, il se serait pas suicidé non plus. Il a laissé un mot en disant qu'il n'y avait pas de lien avec le suicide de son épouse. Ça, je me souviens de l'avoir lu aussi. Moi, je me dis qu'il devait y avoir une vraie angoisse de vieillir et puis de savoir qui on est finalement. Mais c'est vrai que là, on se dit, il a su quoi en faire de cette angoisse avec ce livre. Souvent, on écrit des livres pour que ce soit écrit quelque part. Après, ça nous permet de suivre le chemin que le livre nous a tracé. Et c'est plus facile que quand c'est pas écrit. Donc on arrive à tricher sur sa vie en écrivant des livres. Peut-être de la mettre en scène aussi. Oui. Quelque part, il y a aussi ça. Quand on pense à ce qu'il était, sa carrière de diplomate, sa carrière de militaire aussi avant, et puis tout à coup cette carrière d'écrivain, et ces différents visages qu'il avait, c'est comme s'il avait orchestré un petit peu tout ça. Et il a laissé justement ce texte, Vie et mort d'Émile Ajar, peu avant de se suicider. C'est un texte bref et qu'il signe le 21 mars 1979 et il meurt donc le 2 décembre 1980. Et il termine en disant « Je me suis bien amusé. Au revoir et merci ». Donc il y a cette idée du jeu. Est-ce que toi tu as l'impression que l'écrivain, la figure de l'écrivain, se met en scène, joue? Mais oui, sûrement. C'est pas nécessairement volontaire. J'ai l'impression que dès qu'on écrit quelque chose, on est déjà dans la caricature parce qu'on peut pas enfermer tout le réel dans un livre. Donc on va de toute façon choisir d'éclairer certaines parts et pas d'autres. Donc rien que dans les choix qu'on fait, parce que même quand on fait des romans autobiographiques, on va évidemment pas tout raconter. Il y a des choses complètement sans intérêt. Il y en a d'autres qui tout à coup prennent un intérêt dans le texte, alors que dans la vraie vie, ça n'en avait aucun. Donc voilà, il y a une mise en scène. Alors après, que ce soit un jeu ou qu'on s'amuse avec ça, pas nécessairement, mais tout à coup, il y a des choses qui prennent de l'importance qui sont pas les mêmes que... Oui.
C'est peut-être un peu aussi ce jeu de l'autofiction, de quelle part on met dans son texte. C'est vrai que cette angoisse de vieillir, elle est très forte dans ce roman-là. Et le thème de la mort et le thème de la vieillesse apparaît souvent dans La vie devant soi, l'autre grand livre d'Émile Ajar. On retrouve ça avec la personnage de Madame Rosa. Donc c'est vrai qu'il y a cette question-là de oui, quelle part de soi on met dans un texte qui est autobiographique ou pas. De toute façon, je pense qu'on met pas moins de soi dans un roman qui est pas autobiographique que dans un roman autobiographique. Justement parce qu'on est beaucoup plus libre finalement dans des romans non autobiographiques, parce qu'on on se dit qu'on n'a pas besoin de tricher. On peut raconter tout ce qu'on a envie, on nous soupçonnera pas d'être nous. Moi, je me suis plus censurée dans Frida qui était autobiographique que dans les autres qui le sont moins. Où tu te laisses plus. Oui, ou dans la tête d'eux, ou le temps d'une chronique, je prenais, j'imaginais être quelqu'un d'autre. Il y a un peu un jeu avec l'identité là aussi, justement, comme chez Gary. C'est peut-être ça qui t'a intéressé aussi dans l'œuvre de Gary. Est-ce que tu as pris quelque chose en tant qu'écrivain dans son travail? Non, moi, franchement, ce que j'aime dans l'œuvre de Gary, j'ai pas pensé à ça, peut-être, mais ce qui m'a touchée en particulier dans ce livre, c'est l'humanisme, c'est la beauté de tous ces personnages, et c'est le langage, c'est leur pureté, leur naïveté, leur intelligence aussi, mais oui, j'adore, je me suis beaucoup attachée à ces personnages. Et ce monde très poétique, en tout cas, que Jean nous fait voir, c'est vrai. Merci beaucoup, Mélanie. Merci à vous. Merci infiniment de nous avoir fait relire L'angoisse du roi Salomon. Un texte, hautement poétique et très, très touchant, et on s'attache à ces personnages. On n'a pas envie de les laisser partir. Et par la même occasion, ça me permet aussi de te dire que on va te relire aussi avec plaisir, et peut-être sous un autre angle maintenant. D'accord. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Pour essayer de percer le ou les mystères de Romain Gary, cet auteur aux identités multiples, découvrons ses personnages. Le jeune Momo dans La vie devant soi, ceux de pseudo ou encore ceux d'au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. À coup sûr, leurs voix, leurs mots nous touchent, nous bouleversent, changent notre vision du monde. Dis-moi, Mélanie, quels sont les 3 ou 4 autres livres qui ont compté pour toi et que tu recommanderais? Il y en a plein, mais je te les ai tous cités d'ailleurs. Il y a Albert Cohen. Albert Cohen. Belle du Seigneur. Belle du Seigneur, ô vous frères humains. Carnet 1978, c'est les 3 que j'adore d'Albert Cohen, et le livre de ma mère. Et puis j'ai commencé vraiment à aimer la littérature avec Zweig, La pitié dangereuse, et Romain Gary. On a évoqué tout à l'heure. Celui que tu offres le plus souvent à tes proches? Alors, ô vous frères humains, souvent pour un peu les réveiller quand je trouve qu'ils manquent d'empathie, ou juste comme ça, parce que je trouve que c'est un livre tellement puissant et important. Et puis maintenant je commence à offrir L'angoisse du roi Salomon, parce que je l'ai découvert tard, je t'ai pas dit ça, mais ça fait même pas une année que je l'ai lu. Oui, c'est vrai. Et mais voilà, donc L'angoisse du roi Salomon, et puis des amis auteurs que j'ai envie de faire découvrir, vu que comme je commence à écrire, j'ai la chance aussi de rencontrer des écrivains suisses. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc, et tu relis parfois les livres, même par fragments? Les seuls que j'ai relus, c'est Belle du Seigneur et Ô vous frères humains. D'une traite? D'une traite, ouais. Pas par fragments, tu vas pas piquer? Non, alors par fragments, oui, aussi. Mais en entier, c'est ces deux-là. Et quelle est pour toi la plus belle histoire d'amour racontée dans un livre? Je sais pas, parce qu'elles sont toutes douloureuses. Belle du Seigneur. Les Belles du Seigneur, mais c'est pas beau justement. C'est la fin, elle est terrible. C'est pas un roman d'amour, quoi. Solal, pendant tout le long, il lui reproche de l'aimer juste parce que, enfin, il lui dit, si je perdais juste une dent, tu m'aimerais déjà plus. Et c'est drôle, oui. Ouais, c'est tout ce manège de l'amour-passion pour entretenir la passion, mais c'est pas vraiment du vrai amour. Et il termine, je peux raconter la fin parce que il termine, elle est déguisée en petite fille avec des couettes et une petite jupe de tennis pour essayer de continuer à susciter ses émois et son désir. Donc c'est une fin très glauque. Ils sont seuls au monde à cause de ce qui se passe.
lui, il a plus ce statut social qu'il avait, puisqu'il est juif et qu'on est... Donc voilà, ils sont complètement isolés, et c'est là où on voit que l'amour, c'est pas seulement l'amour, c'est le pouvoir, le statut social, toutes ces choses qu'on a tendance à dire qu'on méprise, mais qui comptent quand même. Et donc ils finissent les deux seuls au monde à essayer, coûte que coûte, d'entretenir cette passion. Donc c'est beau, mais c'est pas non plus l'histoire d'amour de rêve, quoi. On parle souvent de romans. Est-ce que tu lis la poésie aussi? Non, j'ai commencé un petit peu à lire. C'est un auteur suisse qui s'appelle Georg von Muralt. C'est très très beau ce qu'il fait. Je connais très mal la poésie sinon, à part Baudelaire et oui, les classiques. Il y a les classiques qu'on étudie à l'école que j'adore, mais non, je suis pas quelqu'un qui est très sensible à la poésie. Je trouve que des fois, le besoin de la rime me tue un peu le plaisir de la lecture. C'est un peu contraignant. Oui, j'ai l'impression qu'on a cherché plus une rime. De la prose, pourtant, la musicalité de la prose. J'adore le rythme des mots et de certains textes, mais il ne faut pas que ce soit nécessairement de la poésie. Oui, en tout cas une contrainte. Oui, tout à fait. Une dernière petite question. Est-ce que tu as une devise dans la vie?